Camarades du jour, bonjour. Aujourd'hui est un jour béni chez ETTPQ, puisque nous allons enfin pouvoir faire un pas dans l'univers du plus grand super-héros de tous les temps. Vous m'avez bien compris. Et non, je n'ai pas peur des mots. Tu peux donc ranger cet affreux costume de chauve-souris géante, Guillaume, puisqu'il ne te sera d'aucune utilité aujourd'hui. Non, 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 pas de héros sombres et torturés au programme, non monsieur. Et pour l'occasion, je vous fais même la promesse d'essayer d'être, un peu au moins, plus nuancé qu'à l'accoutumée. Dame Ned, moi qui m'étais pourtant juré de ne plus faire de promesses en l'air. Enfin, le projet qui va nous intéresser aujourd'hui est quand même assez atypique, et ce même pour l'univers de Spider-Man. Ah, attendez, on rembobine, on me dit dans l'oreillette que Spider-Man n'est pas à l'ordre du jour. Comment ça? On m'aurait menti? Non, pourtant Sony est bien à la production, il y a Spider dans le titre. Ah tiens, par contre c'est une mini-série. Nul besoin donc de se faire une toile cette fois-ci, si ce n'est pour attraper les brigands. Mais alors, qui est cet être bien singulier? Je vous le donne en mille, il s'agit de l'araignée bien sûr. Mais attention, pas l'araignée sympa du quartier, non. Dans cet univers noir et blanc, il n'y a de place que pour le gris. N'en déplaise à la possibilité de regarder les épisodes en couleur. Et si je disais qu'il n'y aurait pas de personnages torturés à l'ordre du jour, eh bien, force est de constater que je me fourvoyais, et pas uniquement parce que j'écris ces lignes au son de la série animée Batman. Oui, mon fils, ton éducation commence maintenant. Eh oui. Eh oui. Après, il faut bien avouer que l'ambiance années 30 et l'hommage au film noir hollywoodien y est pour beaucoup. Et c'est pas un mal, loin de là. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais entre nous. Le MCU, hein. On sature un peu là de tous ces projets génériques, non? Tous ces films et séries interchangeables et aussitôt oubliés. Alors un petit vent de fraîcheur télévisuelle dans un New York post-Première Guerre mondiale, en pleine dépression, en majuscule et en minuscule, eh ben on va sûrement pas cracher dessus, même si c'est sur Prime Video. Bon, je suis un peu mauvaise langue, je l'admets, parce que je parle du MCU, mais j'aurais tout aussi bien pu parler de feu le Sony Spider-Man's Universe. SSU pour les intimes. Spider Noir faisant office de nouveau départ pour celui-ci après le naufrage pourtant annoncé de la franchise chez Sony, qui a essoré au possible tous les personnages de l'univers sans jamais utiliser notre tisseur préféré. Mais on aura le temps d'y revenir. Et puis au-delà de ça, le personnage de Ben Reilly que nous campe un Nicolas Cage au cabotinage tout en retenue et plein de regrets. Encore plus que notre Peter Parker national. C'est même l'inverse du personnage que l'on connaît habituellement, puisqu'ici c'est bel et bien la fuite des responsabilités qui caractérise notre anti-héros. J'invente rien, c'est la tagline du projet, pas de pouvoir, pas de responsabilité. Et si cette itération ne vous est pas familière, eh bien, vous l'avez pourtant déjà aperçu dans les deux magnifiques films d'animation Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, déjà doublé par Nicolas Cage, messieurs dames, et en ce qui me concerne, c'est plutôt dans le jeu vidéo de 2010 Spider-Man Shattered Dimension que j'ai pu découvrir cette version du super-héros. Et quel bonheur c'était déjà. Je veux dire, jouer en noir et blanc, dans des missions d'infiltration qui rappelaient déjà les jeux Batman Arkham, oui, toujours lui. Et ouais. Avec un aspect quasi horreur sur le design de certains boss. Non, vraiment, c'était incroyable. Et puis déjà fidèle aux comics de cet univers. Tout ça pour vous dire que j'étais quand même vachement curieux de la proposition. Et si des soucis de droit et les histoires d'argent qui leur sont inhérentes auraient pu gâcher tout ça, eh ben c'est pas le cas. On va y revenir dans l'intro. Vous connaissez la chanson. Force est de constater que la mini-série est une réussite totale. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on tient là le projet le plus intéressant de la franchise depuis bien trop longtemps. Alors prenez garde, car l'araignée est là. N'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Salut Bastien, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, très content d'être là pour cette série après cet incroyable édito. Oh, arrête. Et je vais quand même rectifier une erreur que tu as commise, je suis obligé. Tu dis que Spider-Man, on n'en a jamais parlé. Et tu noteras quand même que c'est la première intervention de notre générique. Il a toujours été là depuis le début. Certes, voilà. Mais on n'en a jamais parlé. Non, on l'a toujours entendu. C'est pour t'embêter, évidemment. Oh, dit-il. Voilà. Allez. Non, mais très content de te retrouver et surtout très content de parler de cette série. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de hors-série. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de hors-série et une fois n'est pas coutume, on va parler d'une mini-série donc, comme je le disais dans l'édito. Alors,
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre quelques digressions, hein, parce que cette nouvelle mini-série... Digresse. On va digresse. Du coup, tu le savais sûr. Bah oui. Je vais quand même vous faire un petit aparté sur la création de Spider-Man, hein, puisque tout part de là. Spider-Man naît en août 1962, hein, dans le numéro 15 du comic Amazing Fantasy, sous la plume du scénariste Stan Lee et du dessinateur Steve Ditko. À l'origine, Lee voulait créer un super-héros auquel les adolescents pourraient vraiment s'identifier, pas juste un sidekick ni un adulte accompli, mais un ado ordinaire avec de vrais problèmes. Argent, école, filles, solitude, la totale. Une idée que la direction chez Marvel avait jugée mauvaise à l'époque, hein, estimant que les araignées faisaient peur aux gens. Peter Parker, donc, lycéen new-yorkais timide et surdoué, est mordu par une araignée radioactive et développe des pouvoirs surhumains. Mais c'est bien la mort de son oncle Ben qu'il aurait pu empêcher, qui fait de lui un héros, d'où la devise fondatrice. Guillaume, je te la laisse. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et il le dit avec une voix absolument extraordinaire. On dirait, j'ai l'impression d'avoir Oncle Ben en face de moi. Le succès est donc immédiat et Spider-Man obtient sa propre série dès 1963. Il devient rapidement le personnage le plus populaire de l'écurie Marvel et l'un des super-héros les plus reconnus au monde. Voilà, juste ça. Rien que ça. Voilà. Concernant la série du jour, elle adapte le Spider-Man noir de l'univers Marvel noir en référence au film noir. Absolument. Jusque-là, tout commence pour ça en 2009, hein, quand Marvel lance une ligne éditoriale audacieuse, donc le Marvel noir. Le concept est alors simple mais radical, réimaginer ces grandes icônes dans le New York des années 1930 en pleine grande dépression avec une esthétique polar et film noir. Donc la ligne comprend à l'époque 4 mini-séries, le Spider-Man noir, X-Men noir, Daredevil noir et Wolverine noir. Ah ok. Mais c'est bien Spider-Man noir qui va clairement tirer son épingle du jeu et devenir de loin la plus populaire. Derrière le projet, on a 2 hommes, le scénariste britannique David Hine et le français Fabrice Sapolsky, co-créateur donc de Spider-Man noir et ancien rédacteur en chef du magazine Comic Box. Une idée qui a germé dès 2006 dans sa tête avant d'être pitchée à Marvel. Dans cet univers, Peter Parker est un jeune reporter dans un New York gangréné par la corruption et le crime organisé. Ses pouvoirs, il les obtient en étant mordu par une araignée cachée dans une idole mystique, une origine beaucoup plus sombre et organique que dans les comics classiques. Les vilains habituels, eux, sont entièrement réinterprétés. Norman Osborn y est un parrain de la mafia et Kraven son bras armé. Le ton est résolument adulte, violent et moral, exactement ce que la série Prime Video a cherché à capturer, on peut le dire. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans la série et je vais vous parler production parce que je l'ai un peu mentionné dans l'édito, c'est un bordel monstre, faut le dire. Ça a toujours été un bordel. Spider-Man. C'est très compliqué. En fait, tout commence dans les années 90. Hein. Marvel, à l'époque, est au bord de la faillite et vend donc les droits d'adaptation ciné et télé de ses personnages à plusieurs studios, presque au rabais, hein, carrément. Sony va donc racheter ceux de Spider-Man et de tout son univers, personnages associés inclus. Okay. Un deal qui va donc définir toute la stratégie du studio pendant les 30 années suivantes. Aujourd'hui, la répartition elle est claire. Marvel Disney contrôle les comics, l'animation, le merchandising et les jouets, pendant que Sony contrôle tout ce qui touche aux adaptations ciné et télévisées, ce qui inclut donc Spider Noir sur Prime Video, né d'un accord entre Sony et Amazon. Ok. Mais ça veut dire que Sony a un droit de regard sur les films avec Tom Holland ? Je vais y venir. En fait, Sony ne peut pas faire n'importe quoi. Les accords avec Marvel encadrent certains éléments très strictement. Premier point sensible, vous l'aurez compris, le nom Peter Parker en live action, dont l'utilisation est contractuellement compliquée hors MCU. Deuxième point, le contrat interdit à toute version de Spider-Man d'abuser de l'alcool. Ça, c'est pour la petite anecdote. Donc du coup, Peter Parker ne peut pas boire d'alcool. Or, Ben Reilly noie clairement ses démons dans la série, dans le bourbon, tout au long des épisodes. Clairement, oui. En changeant d'identité, Sony s'est donc affranchi de cette contrainte. D'où l'astuce, à la fois juridique et artistique. Le héros, donc, c'est Ben Reilly, alias l'araignée. Dans les comics, Ben Reilly, c'est le clone de Peter Parker qui a emprunté son prénom à l'oncle Ben et son nom de famille à la tante May. Un personnage de l'ombre devenu ici le centre de tout, vous l'aurez noté. Donc c'est un choix qui est pleinement assumé artistiquement, hein, là où Peter Parker incarne la responsabilité, le sacrifice et l'espoir, Ben Reilly c'est l'exact inverse, l'exact opposé. C'est un homme vieillissant, rongé par les regrets, qui fuit ses responsabilités. Et la tagline, hein, je l'ai dit, le résume parfaitement, pas de pouvoir, pas de responsabilité. Clairement, ouais. Et même le titre de la série en dit long, hein, parce que vous aurez noté qu'elle s'appelle Spider Noir et non Spider-Man Noir. Ouais, comme tous les projets Sony hors MCU, que ce soit Venom, Morbius, Madame Web ou Kraven, le nom Spider-Man est
éviter, pour ne pas créer de confusion avec le Peter Parker de Tom Holland dans le MCU. En fait, ils ont prêté Peter Parker au MCU et ça a été l'histoire de contrat à l'époque. Je me souviens, ça partait dans tous les sens. Bah, c'est vrai que pendant longtemps, il n'y avait pas Spider-Man dans les Avengers, etc., puisqu'ils n'avaient pas les droits. Ils n'avaient pas le droit de mettre le personnage. Ouais. Ouais, d'accord. Sans l'accord de c'est Sony. quand même... Et en fait, si je ne vous dis pas de bêtises, à vous qui nous écoutez, à l'époque, ils ont prêté le personnage donc pour une adaptation contractuellement pendant, je sais pas, X films. Hein. Il est apparu dans le 3e Captain America, Civil War. Ouais. Et il pouvait après apparaître dans les films Avengers, mais il ne pouvait pas avoir ses propres films, je crois. Et donc, ce qui a créé un peu la discorde à l'époque, c'est quand ils ont voulu retravailler Marvel avec Sony le contrat pour avoir plus de parts sur le pro. Tu sais, aux États-Unis, c'est beaucoup sur le premier dollar récolté. Bien sûr. Et donc, ils étaient à très peu de pourcents à l'époque quand Sony a signé le premier contrat. Et en fait, finalement, ils en voulaient, ils voulaient le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi, vraiment. Et finalement, ils ont réussi à s'accorder. Je crois qu'aujourd'hui, Marvel touche 25% ou quelque chose comme ça. Ok. Je vais quand même faire un petit détour par le Sony Spider-Man Universe, qu'on pourrait appeler le Sony sans Spider-Man Universe, puisqu'ils ont tenté de construire un univers autour des personnages Spider-Man, donc je l'ai dit, Venom, Morbius, Madame Web et Kraven, sans jamais utiliser Spider-Man lui-même. Un pari risqué qui, on l'a vu, a tourné au désastre, qui a été culminant avec Kraven le Chasseur fin 2024, un flop historique au box-office. Ah ouais. Le SISU est alors silencieusement abandonné, sans annonce officielle, sans reboot déclaré ou quoi que ce soit. Et en fait, Sony va choisir de repartir sur 3 axes. Spider-Man 4 avec Tom Holland dans le MCU, parce qu'il reste quand même propriétaire du personnage. Spider-Verse 3 en animation, qu'on attend toujours, et les séries comme Spider Noir. Je vais quand même faire un parallèle avec le DCU, parce que finalement, Sony s'inspire, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, de la logique de James Gunn, qui est maintenant à la tête du DC Universe, puisque ils vont avoir en fait des projets autonomes du reste du MCU, ce genre de choses. Mais Sony en fait a plus subi que choisi cette fatalité, parce que pour rappel, quand le DC EU s'effondre, James Gunn prend les rênes, on est en 2022, et il structure clairement la reconstruction en 2 sphères distinctes. D'un côté, tu auras le DCU canon avec Superman, Lantern, Supergirl, qu'on espère voir bientôt, qui sort bientôt d'ailleurs, il sort ce mois-ci, avec une continuité partagée et un plan sur 6 ans. De l'autre, tu as le DC Elseworlds avec The Batman, Joker et toutes ces choses-là, donc des projets autonomes sans aucun lien avec la maison mère en fait. Ouais, absolument. Il y a vraiment une frontière a été marquée entre les deux pour pas noyer tout le monde et pour laisser un peu d'indépendance aux créateurs. C'est ça. Et Sony, c'est vrai qu'ils faisaient pas du tout ça, parce que même dans les bandes annonces de Morbius, t'avais des clins d'œil à leur Spider-Man de l'époque qui était hors MCU et au final il n'apparaissait jamais. Donc c'était vraiment du foutage de gueule, faut dire les choses. On va parler maintenant de la série Spider Noir. Je suis désolé, c'était un peu long, mais je trouve que c'était important de parler de tout ça quand même. Et poser un contexte. Absolument. Tu sais que j'aime poser les contextes. Bah oui. Donc... Qu'est-ce que tu les poses bien. Oh, dis-donc, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là aujourd'hui. Spider Noir, donc une série qui est créée par Oren Uziel et Steve Lightfoot. Uziel, c'est un scénariste de films. Il a scénarisé par exemple 22 Jump Street, le Cloverfield Paradox, le premier Sonic, le film, ou encore Le secret de la cité perdue. Lightfoot, lui, on le connaît plus pour son travail sur des séries comme Hannibal ou The Punisher. Spider Noir, donc, et donc les deux sur Spider Noir, série donc sortie sur Amazon Prime Amazon Prime Video, le 27 mai 2026. À la musique, on retrouve Chris Bowers, dont on a pu entendre les compositions sur des films comme Green Book ou sur des séries comme Bridgerton. C'est lui qui fait Bridgerton. Absolument. Ou encore Punisher One Last Kill, qui n'est pas une série qui est un épisode un poil plus long que les épisodes normaux et qui est censé faire le lien entre la série Punisher et le prochain film Spider-Man Brand New Day qui sort le mois prochain. Et on a également à la musique Michael Dean Parsons, qu'on connaît pour son travail sur une série que je ne connaissais pas quand même, je vais pas faire semblant, la série Light and Magic, qui retrace l'histoire du studio ILM créé en 1975. On notera aussi que le générique est interprété par l'artiste Kirby et qu'il est absolument génial. Mais aussi, je suis d'accord. Pour faire rester dans le petit point musique, l'actrice Lee
June Lee, interprète elle-même plusieurs morceaux, dont la reprise de Dream a Little Dream of Me dans le premier épisode. Tu vois, je t'aurais posé la question de savoir si c'est elle qui chantait vraiment. C'est absolument elle, et je m'avance un peu sur le point casting. Elle a joué dans Babylone et elle interprète aussi, quand tu regardes quand t'écoutes la BO de Babylone, c'est elle qui chante. C'est vrai. Je me permets juste. Je t'en prie. Parce que je sais que généralement là tu enchaînes sur le casting. J'avais encore un petit truc sur la prod et le budget, mais vas-y, continue. T'allais me parler de la prod, des producteurs. Je sais pas si tu vas les mentionner. J'allais le faire, mais vas-y. Alors, à la production, on retrouve donc en tant que producteur exécutif Nicolas Cage lui-même, Amy Pascal, donc c'est la productrice historique dernièrement des films Spider-Man chez Sony. Et surtout, c'est ce que tu attends, Phil Lord et Chris Miller, donc les architectes du Spider-Verse. Dont on a parlé cette année, puisqu'on a évoqué des films dans lesquels ils ont œuvré. Absolument. Phil Lord et Chris Miller. C'est vraiment moi des mecs que j'aime beaucoup leur travail. On les a vus notamment à l'œuvre, alors on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais cette année dans Project El Mari, puisque c'est eux qui sont aux commandes de ce film-là. Et c'est vraiment des mecs qui, je trouve, ont une vraie vision artistique. Et encore une fois, je dirais ce que j'en ai pensé tout à l'heure, mais ce film a une empreinte artistique. Et je trouve que ces mecs-là, chaque fois qu'ils mettent les mains quelque part, c'est des films qui sont marquants au moins sur le plan de l'esthétisme. Je trouve qu'ils ont une c'est vrai vraie empreinte. Je vois qu'ils ont été producteurs exécutifs sur Solo. Alors non, Solo, on va raconter si tu veux le truc. Vas-y, je t'en prie, parce que je te dis ce que je vois sur Wikipédia, Solo, donc je me trompe peut-être. Réalisateur au départ. Oui, mais ils se sont barrés après. Non, ils ont été virés par Kathleen Kennedy. Incroyable. Au milieu du tournage, parce que Miller et Lord ont une manière de travailler qui est très anarchique, c'est-à-dire que tous les jours ils réécrivent et ils travaillent au fil de l'eau. Ce qui ne plaît pas du tout à Disney, tu t'en doutes. Donc ils se sont fait jarter par Kathleen Kennedy. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a on trouve facilement sur internet des extraits de scènes qui leur appartiennent. Il y a eu énormément de reshoots pour Solo quand Ron Howard est arrivé, parce que le film était déjà en partie tourné. Et donc, il y a quelques scènes dans le film final qui appartiennent à Lord et Miller, mais il y en a plein où on a les deux versions. Et notamment une scène entre Solo et je sais plus comment s'appelle le personnage avec qui il a une aventure, quoi. Et il y a une scène à un moment donné dans une chambre, on les voit tous les deux, et la version de Ron Howard versus la version de Miller et Lord, tu pleures très fort que ce soit Ron Howard qu'on ait gardé, quoi. Parce que ces mecs-là, ils ont vraiment un style. Alors après, ils sont chaotiques, hein. Je comprends que ça soit difficile peut-être de bosser avec eux, mais voilà, il n'y a qu'à voir leur Lego. C'est génial aussi parce que c'est du grand nawak. Mais la grande aventure Lego qu'on a traitée ici, bien sûr. Je vois qu'ils n'ont pas réalisé le deuxième et qu'ils l'ont écrit et produit, la grande aventure Lego partie 2. Et je vois aussi qu'ils ont... Merde, j'avais un truc. Non, pardon, ça me fait penser ce que tu dis au bordel que ça avait été Justice League de Snyder avec la reprise par Joss Whedon. Exactement. Donc voilà, ce sont eux qui sont les producteurs exécutifs. On notera également en termes de société de production, Sony Pictures, Télévision, Amazon MGM Studio, Pascal Pictures et évidemment Lord Miller Productions. Bon, en fait, c'est un peu, le repeating des producteurs exécutifs, mais juste leur société, quoi. Niveau budget, alors, j'ai trouvé cette info, je ne l'ai trouvée qu'une fois, donc je ne saurais pas vous dire à quel point elle est viable ou pas, je vais quand même vous la donner, peut-être qu'elle l'est. J'ai trouvé que le budget de la série était quand même estimé à 400 millions de dollars. Ce qui en fait quand même l'un des projets les plus coûteux de l'histoire de la plateforme Prime Video. Un investissement massif qui prouve qu'ils avaient quand même un peu confiance. Mais c'est un peu paradoxal parce que j'ai cru lire, je ne sais plus sur quel site, je ne sais pas si c'était pas Écran Large ou un truc comme ça, que finalement, en fait, ils ont choisi de tourner en couleur en plein milieu de la production, ce qui les a obligés à refaire des décors et à retourner tout ce qui avait déjà été tourné en plein milieu du tournage. Alors, j'avoue que j'ai lu des choses assez contradictoires là-dessus. Ce qui semble être vrai, en tout cas ce qui ressort systématiquement, c'est qu'à l'origine, il ne devait pas y avoir de version couleur. C'est ça. Ça s'est décidé tardivement et il semblerait que ça soit plutôt Amazon qui est poussé pour ça. Lord et Miller, eux, par exemple, ils étaient plutôt partants on fait un truc en noir et blanc, on fait un truc en noir et blanc. On en dira notre avis tout à l'heure, mais c'est vrai que avoir proposé les deux, moi je trouve que c'est pas fondamentalement une mauvaise idée, mais par contre si c'était pas prévu au départ, c'est cool. C'est pour ça, moi aussi au départ j'étais comme toi.
Enfin, c'est une tannée, il a fallu retourner des trucs. Mais c'est surtout que en fait, le noir et blanc aujourd'hui, et puis même à l'époque, quand il n'y avait pas encore la couleur de disponible, c'était quand même un sacré travail, même en termes de décor. C'est-à-dire qu'on mettait pas des décors, on mettait pas des couleurs très vives, etc. On tournait avec des décors en carton certes, mais qui permettait de faire 70 nuances de gris, quoi. Et franchement, donc imagine un peu le bordel que ça a dû être. D'un truc en noir et blanc en couleur, je le sais, c'est pas la même chose et ça demande un travail. Et quand tu n'y as pas pensé au départ, ça peut être une tannée d'arriver à un résultat satisfaisant dans les deux cas. Absolument. Puis j'ai vu pas mal de critiques justement qui alors moi je l'ai pas trop ressenti, mais qui ressentaient ce côté-là où certaines scènes qui disaient mais ça a été tourné pour être en couleur et ça a été retravaillé après en noir et blanc. Ce qui n'aurait pas dû être le cas au départ, puisqu'ils avaient vraiment c'était vraiment l'authenticité qui primait au départ. Ils voulaient vraiment tourner dans les conditions. On sent que ça a été pensé pour être un truc en noir et blanc. Mais de toute façon, l'univers est fait pour. C'est quand même, voilà. Il y a vraiment beaucoup de codes des films noirs des années 30. Bien sûr. T'as dit 400 millions de budget. Alors c'est le chiffre que j'ai trouvé, mais corrige-moi si non, je me trompe. J'ai pas d'infos, mais moi ce qui me fascine à chaque fois, et on le dit à chaque fois qu'on parle de trucs qui sont sur des plateformes, c'est qu'on ne saura jamais combien ça a rapporté, puisqu'il n'y a jamais de chiffre. Ouais. Et je me dis que s'ils ont mis 400 millions là-dedans, il faut quand même faire un sacré score pour que tu rattrapes. Hein. Parce que c'est monstrueux quand même. Après, pour une série comme ça... je trouve aussi que c'est monstrueux et je viens de trouver un autre chiffre qui est à 160 millions, tu vois. Donc on est vraiment loin des 400 millions. Mais je trouve plusieurs sites qui disent que c'est 400. C'est très compliqué. C'est toujours très flou. Et puis en plus, la série est quand même relativement récente. Sans doute qu'on aura plus d'infos. Donc vraiment, à la limite, oubliez ce que j'ai dit sur le budget. Ou alors, vous savez quoi, faites entre 160 et 400 millions. Voilà. Faites-vous ce que vous préférez. C'est quand même un truc, moi, qui me gêne qu'on ait du mal à avoir ces infos. Alors, moi, je suis pas spécialement fan de chiffres, je m'en fous un peu, c'est pas le cœur du truc, mais je trouve que cette opacité des plateformes m'interpelle. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas dire, parce que en vrai, expliquer combien ça coûte, c'est pas. Je veux dire, on l'a toujours fait dans le cinéma. Ouais, il y a un souci de transparence. Il y a vraiment une question autour de ça et j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est si compliqué pour ces plateformes-là de donner des chiffres. Et c'est pas à Prime spécifiquement. Non, parce qu'il y a plein de séries qui ont toujours donné les chiffres. Hein. Pendant un moment, Game of Thrones était la série la plus chère à produire. Mais tout à fait. Ce genre de choses, on le savait. Il n'y avait pas de problème en fait. Il n'y avait pas cette opacité dont tu parles. C'est un peu étrange parce que en vrai, dire on a mis. En plus, quand on annonce un gros budget, en soi, c'est plutôt une marque de confiance et je pense que la série elle a coûté cher, c'est sûr. Alors combien, on ne sait pas précisément, entre 150 et 400 visiblement, mais c'est pas choquant quand je vois les résultats et quand on voit le coût de l'industrie aujourd'hui. Non, puis je pense que le fait de tout mettre en noir et blanc et de le foutre en couleur, parce que la couleur c'est pas n'importe quelle couleur, c'est une couleur qui est quand même très travaillée, il faut en parler. Ça a forcément modifié le budget. Hein. Bien sûr. On va plutôt peut-être parler en termes de succès public, même si la série, je l'ai dit, est assez récente. En seulement 6 jours après sa mise en ligne, le 27 mai, Spider Noir est devenue la série numéro 1 sur Prime Video dans le monde entier. Hein. Sur Rotten Tomatoes, la série affiche 91% chez les critiques et 93% du côté du public, sur la base de 95 critiques presse et plus de 500 avis d'utilisateurs. Voilà. Ouais, c'est beau. Hein. C'est quand même un très beau succès critique et public, on peut le dire pour l'instant. Clairement. Côté inspiration, ça c'est très important, hein. On l'a dit, la série est en noir et blanc, mais elle puise son inspiration dans 2 grandes familles de films hollywoodiens des années 30-40. Alors le film noir en premier lieu, c'est évident, c'est la référence centrale. Le showrunner Oren Uziel résumait ainsi sa vision. On essaie vraiment de faire un vieux film de Bogart. Il se trouve juste que Bogart est Spider-Man. Et parmi les films clés qui les ont inspirés, évidemment, on a Le Faucon Maltais et Le Grand Sommeil. On a le film Gilda avec Rita Hayworth, Laura d'Otto Preminger et Le Troisième Homme. Mais on a aussi des films néo-noirs plus récents comme Chinatown, LA Confidential et Miller's Crossing. Alors LA Confidential, je l'ai beaucoup lu ça. Ça a l'air d'être une ref. Je vais être franc, j'ai vu aucun des films que tu viens de citer. Oui, non, moi non plus. Je vais pas faire le mec, c'est juste pour vous donner les infos. Quoi. LA Confidential, c'est vraiment un truc que j'ai lu dans beaucoup de critiques, y compris publics, qui disent qu'il y a, vraisemblablement, la référence est assez marquée parce que c'est identifiable. Sache que donc LA Confidential, petit aparté, c'est un film extra. Moi, je l'ai vu, un casting incroyable. Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Kevin Spacey, James Cromwell, je ne sais plus comment il se prononce. Film incroyable qu'on pourrait tout à fait traiter dans ce podcast. C'est un manquement à ma filmographie. Donc, il est vraiment très 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 bien. Pourquoi pas.
Nicolas Cage lui-même, il a construit sa performance autour, on l'a dit, donc on n'a pas dit que c'était lié à ça, mais ça confirme ce qu'on disait. Il a construit sa performance autour de Humphrey Bogart, James Cagney et Edward G. Robinson, en ajoutant à sa façon très personnelle, il l'a dit lui-même, c'est pas moi qui l'invente, une touche de Bugs Bunny qu'on peut apercevoir. C'est marrant. Ce côté un peu Looney Tunes, en plus, colle au cabotinage dont il est souvent accusé et parodié, mais moi je trouve que c'est ce qui fait tout le charme de cet acteur. Je suis d'accord. Donc oui, on peut le croire quand il dit ça. Et puis surtout, Nicolas Cage, c'est un amoureux, c'est comme Tom Cruise, c'est un amoureux du cinéma. Donc ça se sent dans toute son interprétation, je trouve. Et puis en second lieu, l'horreur des films Universal, à savoir les films comme Frankenstein, Dracula et leurs cousins, qui font leur apparition en termes d'hommage dans la seconde moitié de la série et qui restent cohérents avec l'époque des années 30. C'est un virage assumé, mais jugé peut-être un poil too much par certaines critiques. Moi, très honnêtement, j'ai trouvé ça absolument super. On va enfin aborder le point casting. Donc évidemment, Nicolas fucking Cage. Évidemment, qui incarne Ben Reilly. J'en ai un peu parlé à l'occasion de notre épisode le moins écouté, j'ai bien sûr nommé Prédiction, mais c'est un très très grand acteur, un très très grand actionneur des années 90. Il a reçu un Golden Globe et un Oscar du meilleur acteur pour le film Living Las Vegas en 1996. Et puis bon, allez, dans le désordre, Volte-Face, Rock, Les ailes de l'enfer, 8 mm, Embrasse-moi vampire, Pig, un talent en or massif, Dream Scenario ou encore Mandy, que je suis obligé de mentionner pour notre ami Ghislain, et plus récemment le film Long Legs. Ouais, puis on peut rajouter Snake Eyes parce qu'on l'a fait. Et puis j'ai complètement, évidemment. Je l'ai même pas noté. Mais bien, merci de me corriger. Bien sûr, Snake Eyes. Voyez Snake Eyes. Et écoutez notre épisode. Parce qu'il est presque aussi bien que le film. Du coup, à noter quand même que c'est la première fois que Nicolas Cage porte une série télé. Il a déjà été affilié au super-héros grâce à son interprétation. Enfin, avec son interprétation de Ghost Rider dans les 2 films, ou encore de Superman, puisqu'il a pu faire son caméo dans The Flash, même si l'histoire autour de ce Superman reste absolument folle. Mais bon, c'est une anecdote très connue, je pense, dans le milieu des films de super-héros. Le film avorté de Tim Burton, c'était lui qui était prévu. Il y avait eu des essayages de costumes, etc. Ah oui, il y a des photos de la Justice League de l'époque qui est terrifiante. Et puis, malheureusement, finir dans un caméo de The Flash. Vraiment. Surtout un caméo en image de synthèse dégueulasse. Alors qu'il est allé tourner des plans. C'est horrible. On les a pas gardés. Ça aussi, un jour, on en fera un épisode un jour vraiment sur des nanars, je pense. Ouais, et The Flash rentrera très très vite dans la catégorie nanar, je pense. Lamorne Morris incarne ici le personnage de Robbie Robertson. On le connaît plutôt pour son personnage de Winston dans la série New Girl, que je vous conseille, qui est très sympathique. On l'a dit tout à l'heure, Lee Jun-lee, qui est pour nous donc Kat Hardy, la femme fatale de ce projet, et on a eu l'occasion de parler d'elle lors de notre épisode sur Sinners, on disait. Mais elle a également joué dans Babylon, ça aussi je l'ai dit, on s'est coupé l'herbe sous le pied là sur ce coup-là. Abraham Popula incarne le personnage de Tombstone. On a pu le croiser dans des films comme Cruella, Morbius ou encore Ballerina plus récemment. Et quand même la présence de Brendan Gleeson qui incarne ici l'antagoniste principal de la série puisqu'il joue le rôle de Silverman. Et alors là, comme pour Nicolas Cage, carrière très 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 prolifique. C'est évidemment lui qui incarne Maugrey Folleuil dans les adaptations des livres Harry Potter. C'est vrai que c'est le premier rôle qui vient en tête pour notre génération. Pour notre génération, clairement. C'est comme ça, je pense que nous, on l'a connu. Bien sûr. Et on a pu le voir dans des films quand même comme Braveheart, Mission Impossible 2, Gangs of New York et plus récemment les Banshees d'Inisherin. Exact. C'est à ça que je pensais. On en parlait en off avant. Je m'en doutais. Ou encore Joker Folie à 2 que nous avons aussi traité dans ce podcast. Décidément, la boucle se boucle à chaque fois qu'on fait un épisode légendaire. C'est ça. Absolument. Non, mais il a une carrière de malade, ce mec. C'est assez dingue. Je regarde un peu sa filmo au fur et à mesure que tu racontes un peu ça, mais c'est dur de choisir des films tellement il a joué dans beaucoup de projets. Je suis épaté même du nombre de réalisateurs. Il a bossé avec Scorsese, il a bossé avec Shyamalan, il a bossé avec quasiment je vais pas dire tous les plus grands, mais quand même beaucoup. C'est un acteur qui a une filmographie de dingue. Et moi, j'étais très, très, très content de le voir. Et je trouve que son personnage, il est génial.
dans la série. série. Il est très très bien. Ouais. Et lui, du coup, ça marche vraiment parce que c'est lui. Ça fait partie de ces persos où tu te dis en regardant, ça aurait pu être aucun autre acteur. Non, puis en plus tu te dis, c'est intéressant quand tu connais un peu le comics d'avoir mis le personnage de Silverman, parce que dans les comics, et surtout, je vais prendre le jeu vidéo dont je parlais dans l'intro, Shattered Dimension, c'est plus des personnages de gangsters comme comment il s'appelle, comme Hammerhead, qui sont mis en avant dans cet univers propice justement aux gangsters, à la prohibition, toutes ces choses-là. Et dans le comics de base de Spider-Man, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je les ai lus, ne m'en voulez pas, Hammerhead, normalement, est le principal... comment dirais-je, le principal, pas ennemi, mais... antagoniste. Non, parce qu'il est face à Silverman pour contrôler la pègre de New York. Oui, il y a une espèce de lutte entre les deux. De compétition entre les deux, voilà, c'est ça. Et du coup, voir Silverman, moi je trouve ça génial parce que, si je suis tout à fait honnête avec vous, moi Silverman, avant de l'avoir découvert dans les comics, je l'ai découvert dans son arc narratif qu'il y a dans la série animée Spider-Man des années 90. Qui est une très bonne adaptation pour le coup de son arc dans les comics, qui tourne autour d'une tablette pour le faire rajeunir à tel point qu'il redevient un bébé. Voilà. Très bien. Et je suis obligé quand même d'avoir un petit mot pour Andrew Lewis Caldwell, qui incarne Megawatt, le méchant électrique de la série. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour ma petite sœur, parce qu'il a joué le personnage de Thor. Ah ouais ? Pas dans les films Marvel, mais bien dans Hannah Montana, puisque Thor est un mec un peu bully, si je dis pas de bêtises. Et surtout, non, j'ai quand même failli oublier Jack Huston, qui joue le grand méchant l'homme sable, et qui est donc le petit-fils de John Huston, réalisateur du Faucon maltais. Donc un clin d'œil générationnel très assumé. Alors lui, on a pu le voir dans Twilight 3, American Bluff, The Irishman ou encore House of Gucci. Ok, voilà. Très bien. Alors moi, je vais en citer juste un que j'avais gardé, c'est Lucas Haas. Winston, c'est ça ? Ouais, exactement. J'aime beaucoup cet acteur et j'ai été revoir parce que je me suis dit, ce mec-là, il y a un quelque chose et tout. Donc, évidemment, j'ai compris pourquoi. Batman ? Non, c'est surtout qu'il a joué dans Babylone, ce garçon. Babylone ? Et oui, dans Babylone. Et il a joué dans Inception, dans Mars Attack et dans The Revenant. Et en fait, en le voyant, je pensais pas qu'il avait une carrière. J'en cite quelques-uns. Il a joué dans énormément de films, ce garçon. Et vraiment, c'est un acteur que il a une j'aime tête assez beaucoup. Connue en plus. Je trouve que c'est un mec qui a il a quelque chose de particulier physiquement, je trouve. Et j'étais content de le voir et je trouve que son personnage, il est vraiment cool, même si... Il a joué dans First Man aussi. Oui, c'est vrai. Même si voilà, pour différentes raisons, son personnage, on le verra pas jusqu'à la fin, mais je l'ai trouvé vraiment cool. Et je trouve qu'il a, il a un style qui va très bien avec les films des films noirs des années 30, je vais y arriver. D'accord. Je trouve qu'il avait vraiment le physique c'est vrai qu'il colle bien, je te l'accorde. Tiens, puisque tu as envie de parler, mon cher Guillaume, mais je t'en prie, dis-nous tout sur pourquoi on a choisi cette série, quelles étaient tes attentes et surtout qu'est-ce que tu en as pensé. Eh bien, écoute, ça fait longtemps qu'on a choisi de faire ça. Oui, depuis l'annonce du projet, la première bande-annonce, je crois. Exactement. On a choisi de faire ça parce que tu l'as dit un peu en rigolant, mais c'est vrai, ça fait quand même longtemps qu'on se dit qu'il va falloir qu'on parle d'autre chose que de Batman en super-héros. Et pourtant, même en faisant mon édito, j'ai parlé plus que de Batman, presque. Et ça, c'est beau, quand même. C'est ma réussite dans ce podcast. Tous les épisodes, on parlera de Batman. Écoutez-moi bien. Et dans tous les épisodes, je dois dire ma phrase, et là, c'est l'occasion, c'est quelle indignité de départ. Exactement. Donc voilà, la raison, c'était de parler de ce personnage-là, parce que on a envie aussi de parler des films, mais on a pour l'instant sans doute pas encore le bon format pour le faire, mais ça va venir. Et donc on avait décidé de parler de ça parce que ça nous donnait envie tous les deux. Moi, j'avoue que je n'avais absolument pas la connaissance de l'existence de ce projet avant que tu me montres la bande-annonce chez toi, je crois, un soir où je suis venu passer une soirée avec toi et Elodie. Et la bande-annonce, ça m'a vraiment donné envie. Donc moi j'étais très impatient de le voir et du coup j'avais beaucoup d'attentes. J'avais décidé dès le départ de regarder en noir et blanc parce que je trouvais ça cool comme parti pris et je m'y suis tenu. J'ai absolument pas regardé en couleur. J'ai hésité un moment à me dire, en fait je m'étais dit au début je vais basculer et en fait je l'ai pas fait. Parce que c'était trop bien en noir et blanc. Donc j'ai pas voulu voir à quoi ça ressemblait en couleur tant que j'avais pas fini de regarder la série. Mais je pense que à l'occasion, j'essaierai de remater peut-être la série parce que je l'ai vraiment bien aimée. Je vais y venir après, mais et du coup j'essaierai peut-être en couleur pour voir comment ça rend. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. J'ai passé un super moment. Je trouve que le rythme, il est parfaitement géré.
Tu t'ennuies pas devant les épisodes, c'est la bonne durée. Il n'y a pas d'épisodes en trop. Moi, je reproche souvent ça aux séries modernes maintenant de faire des épisodes filler dont on n'a rien à faire. Là, c'est pas le cas. Je trouve que vraiment, à chaque fois, on apprend des choses sur les personnages. L'histoire, elle avance à un rythme intéressant. Il y a vraiment un esthétisme particulier qui va au-delà du noir et blanc. Il y a un parti pris qui, moi, m'a frappé tout de suite. C'est tous les plans quasiment sont débulés, mais quasiment tous. C'est vraiment et ça colle avec l'ambiance. Je trouve qu'il y a un humour qui est très très bien dosé. Et ça m'a fait plaisir parce que je suis très critique à l'égard de Marvel qui, je trouve, dose de moins en moins bien l'humour. Là, ça l'est extrêmement bien. Parce qu'ils ne sont pas du tout affiliés au projet. On est bien d'accord, mais du coup, ça fait plaisir, bien de voir ce personnage, cet univers-là être géré de cette manière-là. Je trouve que la série, elle est très adulte, elle est très mature et à la fois, elle n'est pas trop cynique. Moi, j'avais un peu peur de ça. Et au final, je trouve que c'est pas tant le cas. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que tous les personnages, ça fonctionne, que tu y crois dans cet univers-là. Vous aurez l'occasion de nous entendre la semaine prochaine parler d'un film qui a du mal avec les règles. Celui-ci, il arrive vraiment bien à gérer tout ce qu'il met en place. J'ai adoré le personnage du maire. Et je suis obligé de dire, parce que tu vas trouver ça ridicule, mais toute la série, quand je voyais le maire, il ressemble à Hans Zimmer, l'acteur qui joue le maire. Mais vraiment, je te promets qu'il ressemble à Hans Zimmer. Je n'en peux plus de cet enfant. Et du coup, ça m'a fait rire. Et au passage, que je connais pas ce comédien, mais je trouve qu'il joue très très bien. Mais j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est pas loin d'être la meilleure série que j'ai vue depuis un paquet de temps quand même. J'avais envie de voir la suite à chaque fois. Alors je me suis contraint à regarder à chaque fois que 2 épisodes pour faire durer un peu le plaisir sur une semaine. Mais j'ai passé un super moment. Franchement, j'ai été très content et j'espère qu'il y aura une suite parce que la fin laisse entendre qu'il peut y en avoir une. Ils ont laissé une petite porte ouverte, ouais, mais ça n'a pas l'air d'être dans les tuyaux pour le moment. J'espère qu'il y aura le succès escompté parce que on mange assez de trucs génériques, assez de trucs qui sont pas intéressants, qui restent pas. Ça, je pense que je vais m'en souvenir un moment. Voilà. Écoute, et toi Non, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré. Moi j'avais des attentes. J'étais très très curieux de ce qu'ils allaient faire du personnage. Puis quel plaisir. J'étais un peu mitigé au début parce que toujours à cause de ces questions de droit, je me suis dit putain, c'est pas Peter Parker, ça va pas être l'adaptation exacte comme toujours, mais là encore moins que d'habitude. Et puis par contre, c'est l'adaptation d'un variant du personnage qui est quand même parmi les plus appréciés dans l'ère moderne de tout ce qui est Spider-Man. Et puis surtout voir Nicolas Cage pour son premier rôle à la télévision, quel plaisir, quelle curiosité j'avais. Je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit sur le maire. Il est incarné par Michael Kostroff, qui est principalement connu pour son rôle de Maurice Levy dans la série télévisée The Wire. J'avais pas vérifié parce qu'il me disait quelque chose. Et je me suis dit, mais putain, dans quoi je l'ai vu? Effectivement, c'est dans la série The Wire, sur écoute pour nos amis français, comme nous. Et puis surtout, il a joué dans pas mal de petits trucs, surtout à la télévision, que ce soit dans Gotham, que ce soit dans... il a joué dans Gotham? Oui, alors il doit pas avoir un rôle très très important, mais parce que je m'en souviens pas pour le coup. C'est ce que j'allais dire. Voilà, mais il a joué dans plusieurs épisodes de New York Unité Spéciale, il a joué dans The Good Wife, il a joué dans des épisodes de Luke Cage, dans NCIS. Enfin, il a vraiment fait le tour. Il a joué dans Urgence. Il a même un rôle dans Malcolm à un moment donné, donc c'est te dire. Et au cinéma, je vois qu'il a joué dans Menteur et L'œil du mal. Alors pareil, c'est des petits rôles, je pense, mais pour des films que j'aime beaucoup, donc ça fait plaisir. Revenons, à mon avis, sur la série. C'est un véritable vent de fraîcheur bienvenue que nous offrent les showrunners et les créateurs de cette série, bordel de merde. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un projet pas générique, un projet qui change, qui a une identité propre à tout point de vue, qui te fait une proposition en plus de te plonger dans une ambiance type film noir des années 30. Mais qui fait ça aujourd'hui ? Mais bon, le personnage s'y prête et putain, on peut que dire que c'est réussi. La direction artistique et l'exercice de style mitonné aux petits oignons, mais merci, putain, ça fait du bien. Je dis beaucoup putain, mais c'est vrai. Le casting, il est impeccable. J'ai adoré le personnage de Robbie Robertson. Moi, je le trouve génial et j'adore l'acteur en plus, donc c'est parfait. D'ailleurs, il disait que c'était... Il y a une scène à un moment donné, vers la fin de la série, où ils sont... le personnage de Ben Reilly et le personnage de Robbie sur un banc. Et l'acteur qui joue Robbie disait que à ce moment-là, il s'est senti un peu adoubé par Nicolas Cage, parce que Nicolas Cage, malgré tous ses problèmes
financiers avec les impôts qui ont conduit à des choix artistiques pour pouvoir rembourser pendant les années 2010 assez discutables, dirons-nous. Il a eu une carrière très en dents de scie à un moment donné, mais là, ça fait quelques années qu'il remonte un peu la pente, même beaucoup la pente. Clairement. C'est quand même une légende. Dans le cinéma, faut quand même en parler. Non, mais je suis d'accord. Et en fait, le mec a dit à la fin de cette scène, il m'a fait un petit clin d'œil et vous pouvez pas savoir à quel point. En fait, j'avais peur de jouer cette scène avec lui et je me suis dit, mais en fait, non, face à un mec comme ça, t'as juste à jouer et fermer ta gueule, quoi. Et du coup, quel plaisir. Non, ça, la BO colle parfaitement à l'ambiance. La réinvention, comme je disais, encore différente de la réinvention qui était le Peter Parker du comics original, qui est extraordinaire, ça marche super bien. Tout ce côté horrifique dont je parlais, là, qui arrive dans la deuxième partie de la saison, c'est absolument génial. Nicolas Cage, il est au top de sa forme. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour les plus anciens qui ont joué au jeu Spider-Man sur PS1, où quand tu avais ta vie entière et que tu allais sur un petit icône pour te soigner, il disait « je suis au top de ma forme ». Voilà, je suis obligé de l'expliquer, c'est là parce que j'en étais un peu fier. J'aime beaucoup le fait d'avoir fait le choix de mettre la série en couleur quand même. En fait, je suis partagé. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que le projet, il était fait pour le noir et blanc. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller foutre de la couleur comme ça ? Mais je le comprends parce qu'à notre époque où les jeunes comme Victoria décident de regarder des films et des séries en x1,5 ou x2, je me doute bien que le côté noir et blanc doit en rebuter plus d'un. Mais Nicolas Cage, quand même, malgré tout, on parlait d'Amazon, Nicolas Cage a un peu poussé ce choix de proposer une version couleur en disant ils vont voir la version couleur et ça va peut-être leur donner envie de voir la version noir et blanc, et en voyant la version noir et blanc, ils vont avoir envie de voir des films en noir et blanc. Etc. C'est une vision qui se défend, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi je trouve qu'en tout cas c'est plutôt agréable d'avoir permis ce choix. Pour le coup, moi je trouve ça bien d'avoir laissé le choix. Je trouve que c'est toujours bien. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est qu'il fallait le faire dès le départ. C'est-à-dire que on est à d'accord, partir du ça, moment je suis entièrement d'accord. Où tu vends le projet et qu'on te l'achète en disant oui, tu vas au bout de ton truc, c'est un truc noir et blanc, je trouve ça dur quand même que derrière on dise bon en fait ça serait quand même bien, parce que les raisons que tu donnes elles sont absolument entendables, elles sont même raisonnables. C'est pas les miennes, c'est celles de Nicolas Cage. Je veux dire elles sont pragmatiquement justes, mais on aurait pu les avoir dès le départ. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve ça un peu con. Parce que quelque part, moi, je me mets à la place des gens qui étaient à l'initiative du projet au départ avec une idée uniquement noir et blanc. C'est un peu... Moi, à leur place, j'aurais dit, mais ça veut dire que vraiment, votre public, vous le considérez comme pas capable de faire cet effort-là. Alors peut-être qu'ils ont raison, mais dans ces cas-là, il fallait dire ça dès le début. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une vraie curiosité à l'inverse de ce que tu as dit, de le voir en couleur. Et c'est pour ça que je vais le faire, parce que je suis passé de temps en temps en couleur. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, plusieurs choses sur ce que tu dis. C'est un peu comme ce que tu disais sur le manque l'opacité qu'il y a au niveau des chiffres, bien sûr. etc. C'est-à-dire que quand tu vois que Netflix te dit clame haut et fort que... On en a parlé sur un de nos derniers épisodes, je crois aussi, un peu de Netflix et de ces choses-là. Quand Netflix clame haut et fort qu'ils savent que leur public est sur leur téléphone pendant qu'ils regardent leur production, donc dans ce cas-là, faut quand même leur rappeler l'intrigue toutes les 3 secondes. Oui, bien sûr. Est-ce que t'es vraiment étonné de te dire, en pleine production, les mecs ils disent non mais foutez-le en couleur quand même. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est l'époque qui veut ça, mais c'est désolant, je suis d'accord avec toi. Et je vais poser une question, tu n'auras pas la réponse moi non plus, mais c'est pas grave. Et je me suis posé la question en voyant. J'espère, parce que je sais que Prime est un peu moins rigide que ne l'est Netflix là-dessus, j'espère qu'on aura un format physique de ce truc. Vraiment, j'espère. Je l'espère aussi. J'y ai pensé en finissant la série l'autre fois. Je me dis putain, mais ça, c'est un truc que je veux acheter, tu vois. Moi aussi, que je veux avoir dans ma bibliothèque. Parce que Netflix refuse à faire ça pour ses productions, ce qui quelque part s'entend aussi, parce que c'est un moyen de garder le public. Mais il me semble que j'ai déjà vu des séries Prime. Je pense à La Servante écarlate. Je crois que ça existe en support physique. Normalement, ça existe en support. Donc j'espère, parce que là, il y aurait un bel objet à faire. Je pense. Ils peuvent faire quelque chose. Quand tu vois que même Google a réussi à faire quelque chose, quand tu tapes Spider noir et que tu vois la pluie qui tombe en noir et blanc. On est d'accord. Voilà, il y a possibilité de faire quelque chose. Donc non, vraiment, je trouve que c'est une adaptation assez parfaite, malgré le manque de droits pour que ce soit, complètement identique à ce qu'on attendrait d'une adaptation de ce personnage. L'humour, tu l'as dit, fonctionne très bien. La bande originale, elle colle parfaitement à l'ambiance, je crois que je l'avais déjà dit.
y a très peu de choses à acheter dans cette mini-série. C'est un plaisir de A à Z. Tu l'as dit sur le plan audio aussi, que ce soit la musique, les bruitages. Bien sûr, mais des fois, tu as presque l'impression d'avoir le grain de l'image des films un peu d'époque, je trouve. Oui, clairement, il y a eu un vrai travail là-dessus. Il y a un vrai travail là-dessus. Non, je suis d'accord. Et alors, si je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur la couleur, à savoir quand même que là, j'ai vu passer pas mal de choses. Il y a des gens qui switchent en fait. Il y a un guide pour switcher, pour quelle est la meilleure manière de regarder, vu que c'est disponible en noir et blanc et en couleur. D'accord. Les épisodes 1 à 3, généralement, sont à conseiller en noir et blanc, de ce que je vois. 4 et 5, option couleur. Et par contre, épisode 6, noir et blanc. Et pour le 7 et le 8, au choix, avec une préférence quand même pour le noir et blanc. Apparemment, c'est le guide pour profiter de l'expérience vraiment de A à Z. Moi, je trouve ça très con parce que si la série de base a été pensée pour être en noir et blanc, je vois pas pourquoi tu devrais switcher en plein milieu. Après, effectivement, s'il y a des épisodes où il y a eu plus de reshoot pour la couleur, tu peux penser que c'est plus adapté de les voir en couleur. Si on suit la logique du studio, peut-être que c'est ça qui amène à ce truc de switcher de l'un à l'autre parce qu'il y a des épisodes qui ont été majoritairement plus tournés pour le noir et blanc ou majoritairement plus tournés pour la couleur. Ils disent que pour l'épisode 4 et 5, par exemple, c'est le moment idéal pour basculer et prendre une claque visuelle. Les journalistes qui ont pu tester les deux versions soulignent apparemment que la couleur dans Spider Noir n'est pas fat du tout. Et alors, comme je le disais, effectivement, moi j'ai switché un peu de temps en temps pour revoir certaines scènes, etc. Et c'est vrai que la colorimétrie de la série en couleur est quand même magnifique. C'est pas les films en couleur que tu vois d'habitude. Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai choix artistique aussi derrière, malgré tout. Donc, comme tu l'as dit, je pense que ça serait intéressant de tout regarder en couleur. Tu as quelque chose à rajouter ? Non. Dis-nous un peu ce que ça raconte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, j'ai essayé de faire rapide. Je vais sans doute sauter des choses, donc n'hésite pas à me reprendre ou à repréciser certains trucs. La série suit le personnage de Ben Reilly, un détective privé autrefois plus connu sous le nom de l'Araignée dans le New York des années 30, en pleine prohibition. Et au moment où la série commence, ça fait 5 ans qu'il a raccroché les gants suite à la mort de sa fiancée Ruby. Il a même emmuré son costume dans une petite valise, le restant assis dans un désarroi et une fuite des responsabilités constantes. Ainsi, Ben Reilly est un héros vieillissant et loin du jeune homme fringant que l'on a l'habitude de voir dans la peau du tisseur de toile, ce qui est un choix, pareil, complètement assumé et qui fonctionne. Donc, tout commence par une enquête où il doit retrouver Jimmy Addison. Il le retrouve, mais celui-ci s'enflamme littéralement, dévoilant des pouvoirs. Là où Ben croyait être le seul à en posséder, Addison est tué par un autre détective qui est lui aussi sur l'enquête. Et c'est de ça que va découler toute l'intrigue de la saison, la véritable enquête, si j'ose dire, à savoir d'où viennent ces personnes à pouvoir et pourquoi les voit-on seulement maintenant. Suite à cet événement, Reilly va être engagé pour surveiller Kat Hardy et prouver son infidélité. Il va la surprendre avec le maire de la ville, Alfred Morris, mais les apparences sont trompeuses. A.k.a. Hans Zimmer. il ne démord pas. Les apparences sont pourtant trompeuses puisqu'elle voit le maire pour en fait faire tomber Silverman. Et contre toute attente, les deux enquêtes, Addison et Hardy, vont être liées puisque l'on apprendra plus tard que c'est elle qui a engagé Addison pour tuer Silverman. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Kat vit sous la coupe de Silverman depuis pas mal de temps maintenant et elle cherche à s'échapper. Totalement. Précisons ici quand même que Kat Hardy est amoureuse de celui qui apparaît comme son protecteur et qui travaille lui aussi pour Silverman, le bien nommé Flint Marko, qui possède également des pouvoirs de sable cette fois. Et parallèlement, on découvre également 2 autres super-humains, Lonnie et Dirk. Le premier est invulnérable et possède une force hors du commun pendant que l'autre a des pouvoirs électriques. L'enquête de Ben suit son cours et on apprend en même temps que lui que tous les super-humains et lui-même sont liés par ce qui leur est arrivé pendant la Première Guerre mondiale. En effet, lorsqu'ils étaient soldats, Ben a libéré un groupe de prisonniers dont faisaient partie Addison, Flint, Lonnie et Dirk. Ils étaient captifs dans un laboratoire au sein duquel les Allemands faisaient des expériences sur eux. Alors, c'est aussi là que Ben a obtenu les siens, puisqu'il s'est fait piquer par un homme araignée. Mais quand je dis un homme araignée, je dis bien un homme. C'est double face, mais en étant araignée, en fait. C'est pas compliqué. Et quand il soulève le drap, là, c'est atroce. C'est atroce parce qu'il a l'abdomen d'une araignée à la place du bas du corps. C'est assez immonde. Et alors, pour la petite anecdote, il s'agit de Man Spider. Je pense que c'est un petit clin d'œil au comic, je suis quasiment sûr d'ailleurs. Man Spider, qui est en fait la version arachnide de Spider-Man quand il essaye de s'enlever lui-même ses pouvoirs, etc. En fait, il a 2 bras qui lui poussent de chaque côté, ce qui se retrouve avec 6 bras et
et il devient au fur et à mesure une araignée. Tac. Contrairement aux autres, sa mutation à lui reste stabilisée, et pour le groupe de vilains, suite à l'apparition de leur pouvoir, ils ont tenté de se faire soigner par une médecin à New York, mais celle-ci n'a finalement fait qu'accélérer le processus. Notons aussi que celle-ci a un fils qui est plus vieux qu'elle et qui était en fait le plus jeune des soldats de ce groupe de prisonniers. On l'apprendra un peu plus tard. Plus tard, ouais, parce qu'au départ, voilà. Tu sais pas, tu penses que c'est son assistant. Voilà, c'est ça. Ce twist-là marche bien d'ailleurs. Absolument. Silverman, de son côté, compte bien utiliser les super-vilains pour mettre à mal la campagne de réélection du maire Maurice et étendre un peu plus son empire en continuant la prohibition que Maurice, du coup, menace de stopper. Pour ce faire, il va dans le laboratoire du docteur Faber après que celle-ci ait réussi à mettre au point un antidote en disséquant notre araignée préférée, après qu'il se soit fait trahir par Cat Hardy. Oui, parce que je suis passé un peu là-dessus, mais comme dans les comics, Spider-Man et Felicia Hardy ont une romance. Oui. Et là, en fait, il est prêt à tout quitter pour elle et revivre un peu l'amour, mais celle-ci est trop amoureuse de Flint Marko et du coup le trahit, quoi. The Spider, l'araignée, va réussir à voler l'antidote avant la destruction du laboratoire et libérer Lonnie de sa condition. Donc Tombstone. Il ne reste plus qu'à tenter de sauver Flint et Dirk, donc l'homme sable et Megawatt. Et pour ce faire, il lui reste 3 seringues d'antidote. Je m'arrête là pour le moment. Est-ce que tu as une scène préférée marquante, quelque chose ? Oui, j'en ai plusieurs, mais celle vraiment que je retiens le plus, c'est toute la séquence dans le laboratoire avec le Dr Faber. Tout l'épisode 6 quasiment. Ouais, j'adore cet épisode. Je trouve qu'il est vraiment bien. C'est celui qui sort du lot. Visuellement, il est top. Je trouve que la comédienne qui joue le docteur, elle est géniale. Tout le truc avec son fils qui rajeunit, la manière dont c'est fait. Il y a plusieurs plans qui tournent et il est très vieux puis un peu déformé. Oui, la caméra tourne, etc. Ouais. Enfin voilà, j'adore cet épisode. J'aime bien la naïveté qu'a son fils, parce que lui en fait il veut pas tuer Ben Reilly. Il se dit que ça sert à rien. Elle lui dit mais en fait on n'a pas le choix. Enfin, si on le tue pas, ils vont nous courir après toute notre vie. Enfin, elle est vraiment dans son seul leitmotiv, c'est de sauver son fils. Lui, il est encore convaincu qu'elle veut sauver tout le monde. Et j'aime bien cette dichotomie entre les deux parce qu'ils sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et tu sens que lui, il a des remords en fait d'avoir. Il veut juste sauver son ancien groupe de camarades et lui-même, surtout parce qu'il est sur le point de mourir. Ouais. Donc ça, vraiment, j'ai adoré cet épisode. J'ai beaucoup aimé les séquences de flashback dans le camp parce que je trouve que ça marche bien. Je trouve que ça ancre les personnages, ça crée un lien entre eux. Ça va nous amener dans le dernier épisode au fait qu'ils reconnaissent Ben Reilly. Notamment, je crois que c'est le Megawatt, il le reconnaît. Enfin, vraiment, je trouve que ça fonctionne très bien. Et après, mais ça, je pense que c'est un petit peu après, donc je vais pas en dire grand-chose. Mais alors, si j'ai aimé la première fois qu'on le voit en costume, quand même, t'es content de le voir. Ça arrive pas tout de suite, donc t'as un petit mérite. Ça arrive pas au bout de 2 minutes, quoi. Et c'est cool. Je trouve que ça marche bien. Je trouve qu'on retranscrit bien que c'est pas un Spider-Man jeune. Donc il n'est pas au top de sa forme et ça se voit, mais en même temps il n'est pas nul non plus. Je trouve que l'entre-deux est bien fait. Mais moi j'ai vraiment adoré 2 séquences. C'est la séquence du bar où il fracasse tout le monde là. Ouais. Je trouve que c'est incroyable, vraiment bien. Et la séquence où il se rend compte que en fait son assistante connaît son identité. Oui. Et qu'on voit tous les trucs où il est bourré. Ça c'est à mourir de rire. Franchement. C'est vrai. Et tu l'as dit en intro et en édito, mais un des trucs qui marche, c'est parce que c'est Nicolas Cage et qu'il le joue très bien, à la fois dans le drame pur, à la fois dans un peu la folie quand même, s'il est un peu zinzin, et à la fois dans l'humour et dans l'absurde, quoi. Quand il est bourré, il fait n'importe quoi et je trouve ça vraiment bien. Moi, j'ai adoré ces séquences-là. Ouais, bah, honnêtement, je vais pas réinventer l'eau chaude. Je te rejoins. Je pense qu'on est assez d'accord sur cette série. L'épisode 6, c'est le plus marquant, c'est l'épisode charnière de la série presque. Ouais, totalement. Puisque c'est là que tu apprends tout en fait. Ouais, tout à fait. C'est là que tu points, voilà, c'est ça. Et du coup, non, c'est un épisode en plus très body horror. Attention, un body horror dans la limite du raisonnable. On n'est pas sur un film d'horreur avec des transformations physiques, mais il y a un vrai jeu. Il y a un côté du Frankenstein, corps. Ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un vrai côté, il y a un vrai jeu du corps. Ouais, autour du corps, autour de ses transformations.
etc. Et c'est vraiment, vraiment sublime. L'épisode fonctionne de A à Z. Donc oui, non, il y a ça. Il y a évidemment dans le dernier épisode, je vais y venir, mais le combat face à l'homme sable et Mégawatt, qui fonctionne très très bien. Tu l'as dit aussi, j'avais ça en tête aussi, donc je vais quand même le redire, mais le combat dans le bar où il fracasse tous les mecs en étant à moitié bourré, c'est génial. C'est génial. Et puis même le petit truc qu'il fait avec les mains, genre t'as vu, je t'ai niqué, il se parle plus à lui-même qu'autre chose. C'est absolument, absolument fort. Et puis cette fuite des responsabilités et comment tu redeviens un héros alors que au final il avait tout pour ne pas l'être. Là on est sur des personnages qui sont très bien écrits. Très bien caractérisé aussi. Très bien caractérisé, hein. Encore une fois, on ne va pas s'avancer sur notre épisode de la semaine prochaine, mais voilà. mais prends-en de la graine, Christopher. Donc voilà, si. Et du coup, voilà. Donc non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Et puis sinon, non, plus globalement, moi j'adore l'aspect du costume et j'adore en fait toute l'ambiance avec la pluie qui tombe en continu, toutes ces choses-là. Ça, c'est tellement bien, putain. J'ai une question. Tu auras peut-être, toi, des éléments, parce que tu connais beaucoup mieux Spider-Man que moi. Je me suis posé la question dans le laboratoire. On voit plein de gens qui sont dans du formol, grosso modo, mais qui sont morts, quoi. J'imagine qu'il y a plein de refs à des méchants de l'univers. Il y en a au moins une, parce qu'ils s'attardent quand même sur un des personnages. Ils ont un dialogue autour d'un. Je t'avoue que je ne l'ai pas eu. Je l'ai mis dans le mur, merde. Non, je suis désolé. Par contre, là où j'ai vu plus de... Enfin, je les ai plus en tête, hélas. Mais où je pense qu'il y a plus de références, justement, j'en ai cherché un peu, mais l'épisode m'a tellement pris. C'est quand on le voit découvrir le laboratoire à l'époque. Avant qu'il se fasse piquer... avant qu'il se fasse mordre. Ouais. Oui, sans doute que là, il y a des... parce que tu vois pas que c'est Dirk, mais tu vois un espèce d'éclair dans un bocal, tu vois ce genre de choses. Et je pense que là, tu as peut-être des clins d'œil à des méchants, etc. Faudrait que je revoie l'épisode. Je t'avoue que j'ai pas fait un travail de recherche trop sur les références, mais il y en a beaucoup, ouais. Mais ça me permet de faire une transition sur un truc, c'est que je trouve que la série, elle est réussie aussi pour ça, c'est qu'elle n'est pas excluante pour les gens qui connaissent pas. Au contraire. Parce que moi, je connais très peu Spider-Man. Et Ben Reilly, moi, j'avais aucune idée de qui c'était. Je me rappelais pas qu'on l'avait vu dans Spider-Verse, tu vois. Pour moi, je me souvenais du Spider noir qui était en Spider-Verse. C'est lui. Mais je savais pas que c'était le même. J'ai un peu induit en erreur en disant ça. J'ai un peu fait un gros pas. Un raccourci. C'est-à-dire que dans le film, si je dis pas de bêtises, dans les films animés, on ne dit jamais son nom. On dit juste que c'est un Spider-Man d'un autre univers. On l'appelle même pas Spider-Noir, je crois. Mais voilà, tout ce que je voulais dire, c'était que c'était Nicolas Cage qui doublait déjà cette itération du personnage-là à l'époque. Mais maintenant, c'était peut-être pas Ben Reilly. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, ça m'a jamais posé problème. Bien sûr, J'ai eu une curiosité de me dire, pourquoi c'est pas Peter Parker ? Bon, là, je le sais parce que tu l'as expliqué, mais... Et du coup, je me suis dit à des moments, est-ce qu'on va faire écho à ça ? Et moi, j'ai un peu cherché à droite à gauche, mais j'ai jamais été frustré. Bien sûr. Je me suis jamais dit, non, je comprends pas, ça marche pas. Et en même temps, il y a des moments, je me suis dit, ça doit faire écho à des gens. Et effectivement, la scène dont tu parles, c'est sûr que dans le fond, là, ça nous vend un peu que tous les méta-humains, ils viennent tous de là. Tous les super vilains, du coup, de l'univers auraient été créés ici, bien sûr. Et lui-même, en tant que Spider-Man, au final... c'est ça. Puis je crois que c'est pas la première fois qu'on essaye de lier un peu la création de Spider-Man à la création de ses ennemis. Dans un sens comme dans l'autre, donc c'est plutôt intéressant. Effectivement, peut-être des pistes à creuser. Et si vous avez des infos sur les références, c'est vrai que je les ai passées parce que j'étais tellement pris par la série que pour une fois je n'ai pas trop cherché le fanservice et les clins d'œil. N'hésitez pas si vous en avez. Il y a un truc que j'ai cherché que j'ai pas trouvé. Vas-y. J'ai même fait des petites recherches après, j'ai pas vu. J'imagine qu'il y a une référence à Stan Lee. Parce qu'il y a historiquement dans tous les projets Spider-Man, il y a toujours une référence. A longtemps fait des caméos. Évidemment, il ne peut plus le faire, il n'est plus de ce monde. Mais je me suis dit, je n'imagine pas que ce soit pas le cas. Je l'ai pas vu. Je serais curieux de voir en commentaire. J'ai cherché, j'ai pas trouvé vite fait tout à l'heure. Mais je serais curieux de voir et j'imagine qu'il y a sans doute des petites choses, mais pour rester sur cette logique un peu des références, tu vois, on le voit peu, mais on parle du Bugle, t'es content, il y a quand même un enjeu autour de... j'ai perdu son prénom du journaliste qui veut absolument retourner travailler là-bas parce qu'il s'est fait virer. Enfin, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que cet univers-là, t'as envie de t'y intéresser. Tu sens qu'il a des choses cachées, mais c'est pas excessif. Voilà, encore une fois, ils ont vraiment bien dosé le truc. Bien sûr, il y a un clin d'œil que je peux te dire parce que je l'ai vu direct. C'est quand Kat comprend que Ben Reilly est l'araignée. Ouais. Elle tombe pour qu'il la rattrape. C'est une référence à la mort de Gwen Stacy. On est d'accord. Et ils ont poussé le vice jusqu'au fait que quand il la remonte avec sa toile,
elle a une toile au milieu et une toile au pied. Ouais. Alors que quand elle meurt dans le comics, il la rattrape que par les pieds, ce qui fait que son pouce se brise. Oui. Et on le voit aussi dans Amazing Spider-Man 2. Donc voilà, mais si vous en avez d'autres, comment ? J'ai dit Amazing Spider-Man 2. Mais si vous avez d'autres références, n'hésitez pas, ça évitera à Guillaume d'essayer de parler. Exactement. Du coup, bon, alors comment ça finit ? Comment ça se termine ? Dans le dernier épisode, Riley, l'araignée, se trouve face à Silverman, l'homme sable et Megawatt, même si c'est plutôt l'homme sable et Megawatt, puisqu'en fait tout ce beau monde comprend qu'il est le super-héros, l'araignée justement, et avec l'aide de Robbie Robertson et de sa secrétaire de détective là, dont j'ai oublié le nom, Ruiz, je crois qu'elle s'appelle Ruiz, j'ai oublié son prénom. Pareil, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit garçon. Il est génial. Qu'il utilise pour c'est Janet Ruiz. Janet Ruiz, le petit garçon. Il y a un petit garçon qui l'utilise, qui est au départ un petit serreur de chaussures ou quoi, puis en fait qui a un petit pas voyou, mais qui a pris sous son aile quoi, et ça fonctionne. Il envoie passer des messages, récupérer des infos, ça fonctionne super bien quoi. Et donc, il parvient donc à faire diversion grâce à leur aide et à retrouver ses pouvoirs qui s'étaient mis en pause en fait, liés à son état de fatigue et de sa vieillesse aussi. Je pense qu'il y a un vrai regard sur la vieillerie. C'est un thème récurrent dans Spider-Man de perdre tes pouvoirs. Absolument. Robbie en fait s'était en effet déguisé en l'araignée pour leurrer les méchants et Megawatt gâche même un antidote sur lui pensant enlever les pouvoirs de l'araignée sur le moment. Du coup suite à ça on a l'araignée, la vraie cette fois, qui affronte donc l'homme sable et Megawatt, je l'ai dit, et de l'autre côté on a Cat Hardy qui poursuit Silverman et qui finira par le tuer dans une scène pareille qui est très très sympa avec le jeu de miroir qui se brise, etc. C'est vraiment super réussi. Qui pour le coup m'a fait penser à une scène qu'on a sans doute déjà vue dans un Batman, dans la série animée. Mais bien sûr, il y a une scène. Après, c'est un type de scène qui est très connu. Hein. Il me semble qu'il y a cette scène-là dans le film Le Fantôme Masqué. Je crois que c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, je crois que cette scène-là, ça revient souvent en fait. Parce que c'est dans un espèce de. Là, c'est pas le cas, mais tu sais, c'est un labyrinthe de glace. Oui, c'est ça. Un labyrinthe de glace. Là, c'est pas le cas, mais souvent c'est ça. Mais ça fait écho totalement à ça. Bien sûr. Et c'est très réussi. Absolument. Et donc l'araignée réussit à battre. Donc Cat Hardy poursuit Silverman, finit par le tuer, et l'araignée réussit à battre Megawatt et utilise la dernière seringue d'antidote puisqu'il en a pété une pendant le combat sur l'homme sable, qui a eu une petite rédemption puisqu'il a bien vu que Megawatt pétait complètement un câble, c'est le cas de le dire. Bravo. Merci. Et ainsi, l'homme sable redevient normal et peut vivre son histoire d'amour avec Kat. Et même si Ben refuse de pardonner à cette dernière la trahison qu'elle lui a fait subir. Robbie, de son côté, devient rédacteur en chef, je ne l'ai pas dit, mais lui, tout son arc narratif, c'est de retravailler au Daily Bugle. Ouais. Et là, il devient rédacteur en chef de son propre journal, le Harlem Herald. Donc pareil, ça traite des sujets sociaux de ces années-là, mais avec un regard d'aujourd'hui, c'est très intéressant, notamment tout ce qui est ségrégation. Ah bah clairement. Et Ben Reilly, lui, de son côté, fait évoluer son cabinet de détective en s'associant donc avec sa secrétaire, Mademoiselle Ruiz. Et c'est comme ça que se termine Spider Noir. Il reçoit juste un appel annonçant une future enquête, mais on ne sait pas de quoi il est question. Un mot quand même sur le personnage de la secrétaire, sur Janet. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Il est génial ce perso. Elle marche très bien, ouais. Il est drôle, il est touchant. Enfin, elle est touchante en l'occurrence. Et c'est un personnage qui apporte une vraie dose d'humanité. Oui, c'est parce que clairement lui, ça. Il est très cynique pour le coup. Il est désespéré. Ce garçon, il est presque dépressif, on peut le dire. Et c'est vrai qu'elle amène quelque chose. Et régulièrement, notamment la scène où il lui annonce qu'il a du mal, qu'il va s'en aller avec Kat, bah en fait, elle est super contente. C'est ça, parce que lui, il s'attend à ce qu'elle comprenne pas, qu'elle lui en veuille, parce qu'elle va perdre son job. Et puis elle arrête pas de lui dire on n'a pas de thune, prends des enquêtes, arrête un peu de travailler gratos. Et en fait, elle est juste contente pour lui, parce que profondément, humainement, elle l'aime, quoi, ce mec-là. C'est ça. Et voilà, encore une fois, son personnage est cool, mais la série, tout marche bien, en fait. Il y a rien à acheter. Il y a rien à acheter. C'est pas souvent qu'on dit ça. Non, parce que même sur les suites, alors hors Dexter, parce que Dexter, on était quand même tellement content de retrouver le personnage que voilà, mais en tout cas sur Malcolm, c'est vrai qu'on a été beaucoup plus mitigé. Et notamment aussi, je crois c'est vrai qu'on n'a pas été trop mitigé sur Adolescence. Sur Adolescence. Ouais, mais Adolescence, c'est 4. Ce qui nous a bluffé, c'est la technicité du truc. C'est vrai. Et c'est 4 épisodes. Là, quand même, c'est compliqué. C'est toujours dur de faire quelque chose sur un univers que les gens connaissent. C'est vrai. Il y a plus de chances d'être déçu. T'as forcément plus d'attentes. Moi, quand je vais pas être Batman, mais The Batman Part 2, quand ça va sortir, évidemment que mon risque de déception, il est à la hauteur de mon espoir. Attentes, bien sûr. Et mon attente, elle est immense pour ce truc. Donc, il y a un risque d'être déçu. Mais là, franchement, moi, j'ai sans doute pas le même niveau d'attente que toi parce que j'ai pas tout à fait le même attachement à Spider-Man, même si j'aime beaucoup ce personnage-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien du début à la fin. Il n'y a pas un moment où je me suis dit,
Bon, là, c'est chiant. Ouais, bien sûr. Et ça fait quand même longtemps que ça m'était pas arrivé en regardant une série. Je suis bien content et moi aussi, je suis très content de ce visionnage. Et tu vois, je regarde peu de séries, moi, mais j'en ai vu une autre cette année. Je sais plus trop comment je suis arrivé à voir ça. On me l'a recommandé. J'ai vu une série Marvel qui s'appelle Wonder Man. C'est un truc vraiment secondaire. J'ai passé un assez bon moment. Je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt chouette. Mais c'est sans commune mesure avec ça. C'est-à-dire que c'est une série full générique. Tu passes un bon moment. C'est extrêmement rythmé. Donc quand tu commences, tu as envie de t'enquiller les 8 épisodes parce que voilà. Là, j'ai eu envie de savourer, j'ai eu envie de profiter. Tu vois, à chaque fois, je l'ai regardé souvent le soir dans ma chambre sur le projecteur. Et quand je sentais que j'étais un peu fatigué ou quoi, j'arrêtais tout de suite parce qu'il n'était pas question de gâcher le truc et de le subir. Vraiment, j'ai trouvé ça top et c'est vraiment... ça fait du bien d'avoir des trucs comme ça. Clairement, ça fait du bien de sortir un peu des carcans habituels de tous ces films-là et notamment des adaptations de Spider-Man. Après, Sony, quand ils adaptent Spider-Man, peu importe lequel c'est, ils s'en sortent. Peut-être pas toujours avec les honneurs, mais en tout cas, ils s'en sortent toujours. Je veux dire, aujourd'hui, et pourtant, on revient de loin. N'oublions pas que Andrew Garfield est peut-être le Spider-Man pour beaucoup de gens, peut-être la génération qui nous suit, le Spider-Man le mieux réussi, le plus réussi. Il a des arguments pour se défendre. Il a énormément d'arguments pour se défendre. On y reviendra, je pense, la saison prochaine. En tout cas, le fait est que Sony là nous a pondu quelque chose d'extraordinaire. On les attendait pas au tournant à ce point sur un projet Spider-Man. N'oublions jamais qu'ils ont quand même fait 5 films sans aucune mention de Spider-Man, mais sur des personnages. Non, je rigole. Oh, l'horreur. Je veux dire, faire un film Venom sans Spider-Man, je suis désolé, mais jamais ça rentrera dans ma tête. Et ils en ont fait 3, les cons. Bon, bref. Calmons-nous, quittons-nous sur du positif. Regardez Spider-Noir si vous en avez l'occasion. Voyez-le. Commentez, partagez et puis surtout suivez-nous dans nos nouvelles aventures, dans nos futures aventures. On arrive en fin de saison. On est un peu fatigué, mais on est toujours présent. Et en tout cas, on prépare quand même certains changements. Je le dis maintenant, je m'en fous. Pour l'année prochaine, mais on en reparlera très bientôt. On a encore quelques épisodes. Grosso modo, on va être là jusqu'à début juillet avec vous. Voilà. Et le dernier épisode, on vous parlera un petit peu de ce qui se passera l'année prochaine. Mais on sera là l'année prochaine, ça on peut vous le dire déjà. Oui, voilà, c'est ça. On ne part pas, quoi. C'est ça que voilà, je veux dire. Il y aura des choses nouvelles, il y aura des choses un peu différentes, mais voilà, on aura l'occasion d'en parler. Merci mon cher Bastien. Merci mon cher Guillaume, et merci à vous d'être resté avec nous jusque-là. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un film extrêmement mal écrit. Abonnez-vous sur... oui, clairement oui. Mais on a beaucoup souffert pour l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, on vous le dit d'avance, on va souffrir dans cet épisode, donc s'il vous plaît, abonnez-vous et soutenez-nous moralement. On va ouvrir un petit compte Tipeee pour que vous nous aidiez à supporter le prochain enregistrement. Allez, bonne semaine. Salut. Allez, ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! À la boulette. Je vous emmerde! Je rentre à ma maison! D'accord, faisons comme ça.